Les pistonnets sont de retour. Vous avez sans doute suivi le débrief de ce Grand Prix de Sao Paulo 2021. J'espère que vous êtes bien évidemment très nombreux à suivre cette deuxième partie, le magazine des pistonnets qui arrive en milieu de semaine avec un joli décryptage consacré à notre invité Julien Febvre, toujours avec nous. Julien, tout va bien? Ça va? Depuis le temps. Très bien. Depuis le temps qu'on voulait se voir ici sur ce plateau, on y est. Julien, on rappelle d'ailleurs, on profite de ta présence pour rappeler, et c'est très important, tous les formats Canal+ à retrouver autour de la Formule 1. Il y a déjà, on peut s'associer et le dire, un excellent travail, un traitement qui nous régale en tout cas de la Formule 1 sur les antennes de Canal, à retrouver sur MyCanal, les documentaires, les différentes émissions, les différents lives aussi. Et à côté, Canal se diversifie avec un podcast, tu nous en as parlé, et c'est privé, et puis aussi également bien sûr avec de l'activité sur Twitch. Oui, le temps avance et il faut vivre avec son temps, et on est heureux de proposer ce podcast Essai privé pour décrypter l'histoire des Grands Prix de Formule 1 et l'histoire des circuits sur lesquels se rend la F1. Et puis Twitch, c'était une volonté de ma part d'aller aussi à la rencontre d'un public plus jeune, certainement, et à qui on peut s'adresser plus directement. C'est vrai que les moments où on fait des débriefs sur Twitch, notamment les lundis d'après Grand Prix, alors pas tous les lundis, mais le plus régulièrement possible, c'est un ton différent. On peut se permettre de se tutoyer. Souvent, on me dit « Ah, pourquoi à l'antenne, tu ne tutoies pas Jacques Villeneuve? Pourquoi tu ne tutoies pas Romain Grosjean ?» Les codes de la télévision font qu'aujourd'hui, tutoyer quelqu'un à l'antenne, c'est une façon aussi d'exclure notre abonné, et c'est surtout pas ce qu'on veut faire. Par contre, Twitch, c'est un autre format, ce sont d'autres codes qui permettent le tutoiement sans que personne ne soit choqué. Ça fait plaisir aux gens, tant mieux. Il y a un aspect de proximité que j'aime beaucoup sur Twitch, donc c'est aussi pour ça qu'on entretient cette relation avec nos abonnés une fois que le week-end est terminé. Je te pose une question parce que, avant de dire bonjour bien sûr à Hamza Ibris, salut messieurs, merci d'être non mais vas-y, on va faire le ménage. Et on va vous entendre bien évidemment dans cette deuxième partie comme vous avez largement entendu dans la première. Tu sais que les pistonnets, je profite de ta venue pour dire ça, les pistonnets sont nés d'une idée, c'est que Canal a complètement lâché la partie talk, notamment avec les spécialistes F1. Il y avait d'autres émissions sur Eurosport à l'époque, Dimanche F1, il y a eu Autocritique pour les plus anciens qui nous regardent, présenté par Roger Zabel, je l'ai vécu de mon propre vivant. Et du coup, on a eu l'idée, on s'est dit, mais le traitement de Canal est absolument parfait sur la course, sur ce qui se passe, sur le factuel, sur les réactions, sur les docs et tout, etc. Mais il manque un truc, c'est le talk. Pourquoi nous, on n'irait pas? Heureusement, on a une bonne idée, on l'a fait au bon moment. Vraisemblablement, ça n'a pas trop mal marché. Est-ce que, par exemple, Canal pourrait recommencer à faire du talk? À savoir si on continue ou si on arrête tout de suite après cette émission. Alors déjà, on a un talk qui s'appelle Formula One, dans la foulée du Grand Prix. Donc immédiatement après le Grand Prix, on donne la parole à tous ceux qui sont sur place, puisqu'on a toujours une équipe sur place. Donc tous les pilotes viennent à notre micro dans Formula One. Après, sur une émission de débrief plus tardivement dans la semaine, c'est vrai qu'à l'instant T, on n'a plus cette émission. Mais justement, Twitch a aussi sa place pour ça, pour accueillir les protagonistes et venir échanger là-dessus. Mais vous faites très bien les choses, donc bravo à vous. Bon, c'est très bien. On est validé par Canal+, les amis. On ne pouvait pas rêver mieux. Et par monsieur Julien Febvre, qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Les amis, on va discuter dans quelques instants de Julien Febvre, le décryptage. Julien Febvre, on dit cliché. Ça donnerait quoi? Tiens, des anecdotes, des histoires et sans doute des choses peut-être à apprendre, on l'espère, sur Julien Febvre. D'ailleurs, Julien, je te le dis d'avance, il n'y aura ni de photos de Pierre Gasly, ni de photos de Axel R, ni de photos de Romain Grosjean. Si, je crois qu'il y en a une. On verra ça, bien sûr. Et puis le débat, l'évolution de la Formule 1, on est très intéressé de savoir un petit peu ce que tu penses de l'évolution justement de ces dernières années, ce que tu as pensé de l'ère hybride, ce que tu penses des changements à venir techniques, notamment à partir de 2022, de la perception de cette culture F1 avec ce nouveau public qui vient justement enrichir les différentes propositions éditoriales qui sont faites aujourd'hui sur le thème de la Formule 1. Et puis, un débat qui nous semble très important, c'est l'évolution de la consommation de la Formule 1 à travers le diffuseur. Et on aura l'occasion de parler de tout ça. Mais tout de suite, c'est l'heure du décryptage. Est-ce que vous connaissez assez bien Julien Febvre? Est-ce que vous savez tout sur cet homme? Vous allez avoir une réponse dans 10 minutes, je pense. Julien, 10 clichés qui évoque à chaque fois quelque chose de personnel ou pas. Je suis pas sûr de tout savoir sur moi-même. Ah oui, déjà, d'accord. Donc, ça commence à me faire peur, cette rubrique. 10 clichés, l'idée c'est d'aller quand même assez vite et que tu nous racontes soit une anecdote, soit un ressenti quand tu vois ce cliché à travers un qualificatif ou à travers une phrase. Premier cliché, je sais que c'est quelque chose là pour le coup de tout à fait personnel. Est-ce qu'il s'agit bien de ton pilote préféré? Oui, il s'agit de mon pilote préféré, Michael Schumacher. J'ai commencé à suivre la F1 lorsqu'il est arrivé en 1991 et à temps plein en 92. Donc j'avais 9 ans en 92 lorsqu'il a fait sa première saison complète. Et ça a été mon idole et mon objectif a été, jeune au collège,
d'arriver suffisamment rapidement en Formule 1 pour qu'il soit encore en activité et que je puisse travailler en même temps que Michael Schumacher. Donc j'ai commencé en 2005 sur les Grands Prix. Donc j'ai eu 2 saisons de Michael chez Ferrari. Il est revenu plus tard chez Mercedes, mais il y a eu ces 2 premières saisons. Et j'ai eu ma première interview en tête-à-tête avec Michael Schumacher en 2000. C'est quelle année où il se gare à la Rascasse? 2006 2006, ouais. 2006. Le vendredi, j'ai eu un entretien avec Michael Schumacher pour la première fois, seul à seul avec lui. J'étais à la fois terrorisé, très heureux, mais je rencontrais mon idole en tête-à-tête pour la première fois. J'ai eu 2 autres occasions ensuite de le revoir, une fois au Japon et une fois au Mans dans le cadre du Grand Prix de France moto. Et là aussi, c'est des moments uniques. Je pense que chacun dans nos sports respectifs, on peut s'imaginer être en tête-à-tête avec Zidane, en tête-à-tête avec Michael Jordan. Enfin voilà, c'est des moments qui marquent énormément. Oui, c'était et ça restera toute ma vie mon pilote préféré. Et parmi tous tes copains qui étaient fans de Formule 1 de sport automobile, c'était peut-être pas le plus populaire à l'époque, Michael Schumacher? Non, c'était pas le plus populaire. Il y avait un petit empêcheur de tourner en rond, pour ne pas dire autre chose, qui s'appelait Jacques Villeneuve, que je détestais cordialement et qui a sorti Michael Schumacher en 97 à Jerez. C'est totalement de la faute du Canadien. Oui. Et voilà, il l'a privé Michael Masier, d'accord, je crois. Mais bon, je lui ai pardonné depuis. Heureusement, il n'y a pas eu d'enquête ouverte ce jour-là, bien sûr, dans cet incident. Autre photo, autre cliché, là encore une fois, c'est un moment important de ta vie. Ah, Melbourne 2005. Alors, je n'étais pas à Melbourne en 2005, mais c'est le premier Grand Prix de ma vie que j'ai commenté. En fait, la transition s'est faite quelques jours avant Melbourne entre la personne qui partait sur place et moi. Et donc, il était trop tard pour m'envoyer à Melbourne. Mais c'est le premier Grand Prix de Formule 1 que j'ai commenté en direct. Et c'est celui qui m'a permis, quelques jours après, d'apprendre le lundi soir suivant que le mercredi matin à 5h, je partais pour la Malaisie et pour Bahreïn, commenter sur place mes 2 premiers Grands Prix. Donc 2005, c'est le début c'est le moment où je quitte l'aspect passionné, non ça je suis resté, mais l'aspect fan pour devenir professionnel. Et c'est là que tout est parti. Et depuis, il y a eu 17 saisons et un peu plus de 300 Grands Prix aujourd'hui. Justement, je reste juste là-dessus parce que beaucoup de gens aimeraient être Julien Febvre. À faire le tour du monde chaque année. Oui. Alors, tu le fais moins en moins, mais on en parlera ça tout à l'heure. Mais à faire le tour du monde chaque année, à commenter la Formule 1, à être au plus près du spectacle, à discuter avec les pilotes, à avoir ce rapport privilégié. Mais les gens ne savent pas le sacrifice d'une vie que c'est justement d'être commentateur. Ouais, alors F1. je dirais pas sacrifice parce qu'honnêtement, on est dans un métier tellement privilégié, tellement exceptionnel que le mot sacrifice est trop fort. Mais il y a des contraintes. Mais comme tout métier, les nôtres, c'est de pas beaucoup voir nos familles, c'est d'être beaucoup en déplacement, mais c'est un choix de vie. Personne nous oblige à le faire et personne ne m'oblige à le faire. Donc moi, c'est un choix de vie d'être tout le temps sur la route. J'aime ça. J'aime être sur les circuits. J'aime être au contact des pilotes, des ingénieurs, etc. Oui, ça m'empêche de voir ma famille. Je rate beaucoup d'anniversaires, de mariages, de baptêmes, de plein de rassemblements familiaux. Je suis pas très disponible pour les miens. Mais ils comprennent mon choix de vie, ils l'acceptent et je suis bien soutenu par ma famille en ça. Mais je parlerai jamais de sacrifice parce que c'est tellement de bonheur et tellement de plaisir qu'il n'y a pas de pénibilité du tout à faire ces choix. Et en tout cas, je les changerai pour rien au monde. Tu parlais de pénibilité. Regarde le 3e cliché. Je pense que celui-ci va te paraître pénible. Je crois que c'est une anecdote que tu n'as jamais racontée en public. En tout cas, moi, j'ai jamais entendu. Donc, c'est le stade de Brest. Et pourquoi le stade de Brest Alors, le stade de Brest, je m'y suis rendu une fois dans ma vie. Il a fallu que je commente un match de football. Et moi, je n'y connais pas grand-chose en football. Et pour des raisons météorologiques en Bretagne, j'étais, moi, bloqué en Bretagne. Et le commentateur de Paris ne pouvait pas se rendre à Brest. Donc, un lundi soir, ma rédaction m'a envoyé à Brest commenter un Brest-Nantes, le fameux derby de l'Atlantique. C'est le seul mot que j'ai retenu. Et le seul nom à l'époque que j'ai retenu, c'est le nom du stade. Léon quelque chose, Léon Bollet, Francis Leblé. Léon Bollet, Le Mans. Je l'ai oublié. L'ancien du Mans. C'est Le Mans, oui, voilà. Donc j'avais retenu que le nom du stade et heureusement j'avais un camarade à côté de moi à qui j'ai dit tu vas vraiment devoir à peu près te débrouiller tout seul. Et ce que je n'avais pas pris en considération, c'est que j'avais placé les joueurs sur une feuille, mais qu'à partir du coup de sifflet d'envoi, ils bougent. Du coup, ils ne sont plus à la place sur ma feuille et qu'à la mi-temps, ils changent de côté. Et qu'en retournant ma feuille, les noms étaient à l'envers. Donc j'ai pris la moitié de la deuxième période pour replacer sur ma feuille les joueurs. Un désastre, voilà.
c'était ma seule expérience de commentaire au football et ça vaut mieux pour tout le monde. Eh ben écoute, on a une surprise pour toi. Ils sont là. On a retrouvé la bande. Non, impossible. C'est pas possible. C'est pas possible. Le centre en retrait. Si quelqu'un la retrouve un jour. Écoute, on va enquêter. On connaît du monde à RMC, n'est-ce pas, monsieur Hamza? On va essayer de voir s'il existe encore les piges de l'époque. Pardon, excuse-moi, Photon, on revient à la Formule 1. Bon, moi, je dirais l'une de tes premières masterclass qui t'a fait connaître du grand public. Oui, on est au Grand Prix de Chine 2007, si je dis pas de bêtises, et McLaren ne fait pas rentrer au stand Hamilton, dont on voit la destruction des pneus. Ils sont dans cet état-là bien avant le bac à gravier. Et c'est vrai que, bah oui, il y a première enflammade de ma carrière à l'antenne, parce qu'on assiste en 2 secondes à une entrée au stand qui doit sauver peut-être Hamilton, et il se retrouve posé dans le bac. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, comme on dit, les mots sont forts, mais l'image, elle est très très forte, parce que 2007, il pouvait quasiment déjà être champion du monde une première fois dès sa première saison, et que là, il perd une opportunité colossale de le devenir. Ce premier instant d'émotion, excuse-moi Manu, tu te rends compte quand même que c'est parce qu'il y a un bac à gravier. Aujourd'hui, finalement. Il n'y a plus. Aujourd'hui, finalement. Il faut le remettre, ce bac à gravier. C'est faut du le remettre. lobbying. Il doit y avoir des actions dans le gravier de l'ouest de la France, notre ami Hamza. On rappelle qu'à partir de ce moment-là, il y a une vraie hype qui est née autour de toi pour les plus jeunes qui t'ont découvert là sur Canal+. Ouais. Et on était nombreux. Moi, je sais que j'en fais partie. Désolé, Christophe Malbranck, mais c'est vrai que même si on avait le décalage entre la radio et les images de la télé, beaucoup, et je crois qu'on en fait partie, allumer la radio, mettez RMC et regardez les Et ce jour-là, Alexandre Delperrier qui s'est mis à insulter tout le staff de McLaren. Ils ont pris cher. Ouais, c'était drôle. Masterclass à revoir. On peut pas vous mettre les images, les amis, ça nous appartient pas, mais allez voir ça existe sur YouTube. Prochaine image. Alors, il y a soit une affaire, soit un homme. Je te propose de choisir entre l'homme Flavio Briatore et cette affaire. Bien sûr, tu l'auras reconnu. Ouais, alors donc l'affaire, le Crashgate de Singapour, on va pas y revenir. Tout a été dit. Je m'arrêterai sur Briatore, sur Flavio Briatore, qui m'appelait le casse-couille, parce que j'arrivais avec mon petit micro tous les week-ends. C'est aussi, alors ça, c'est la période moins faste de Renault. Oui. Mais moi, quand je suis arrivé en F1, c'est 2005-2006. Donc c'est les grandes années Renault. Et donc tous les week-ends, évidemment, j'allais voir Flavio et il me disait, voilà les casse-couilles. Et voilà comment il m'appelait. Et j'ai des bandes son, j'ai gardé des bandes d'interview avec lui à mourir de rire, parce que j'avais compris, c'est des personnages, hein, un Briatore, un Jean Todt, c'est des gens qui t'impressionnent quand tu es journaliste. Donc quand tu arrives, soit tu es complètement inhibé et tu as peur d'eux, ou au contraire tu dis bon allez, ça va, j'y vais. Donc c'est vrai qu'avec Briatore, j'y allais franco, les questions volaient et des fois ça partait dans tous les sens. C'est quelqu'un de truculent, c'est un personnage. Il y a des personnages en F1, il en fait partie. Il n'a pas tout bien fait, il y a des choses qu'on peut lui reprocher. On ne peut pas lui reprocher quand même à la fin d'avoir fait gagner, d'avoir contribué aux victoires et aux titres mondiaux de 2005 et 2006 de Renault et de Fernando Alonso. Mais voilà, c'est un personnage que j'aimais bien aller rencontrer parce qu'il était très haut en couleur. Revenons à quelque chose de plus personnel et une photo qui va découler d'une question. Tu l'as souvent dit. La petite photo, les amis. Merci beaucoup. Le rallycross. Là, on te voit bien sûr dans c'était une C2, je crois, c'est ça. Là, non. Je pense qu'on est dans la supercar. Là, je sais plus, à vrai dire. Je sais plus. Mais non, c'est dans la supercar là, je pense. On rappelle que ton papa était pilote, oui. justement de rallycross, pardon. Oui. Toi, tu as donc pratiqué. Tu as conduit plusieurs modèles. Le sport automobile, le commentateur qui devient pilote automobile, est-ce que par exemple, avec la popularité aujourd'hui qui te porte, est-ce qu'on pourrait te retrouver aux 24 heures du Mans ou dans certaines courses mythiques à l'avenir ? Je pense que ça restera du domaine du rêve parce que Le Mans c'est tellement haut, tellement compliqué. J'ai eu le bonheur et le plaisir de partager avec mon copain Arnaud de Samer la Fun Cup au Mans, aux 24 heures du Mans cette année. On a eu une course de 4 heures ou 5 heures, je sais plus, mais sur le grand circuit. Donc j'ai vu ce que c'était que de rouler sur le grand circuit, de rouler en peloton parce qu'il y avait beaucoup de Fun Cup, mais c'était des voitures évidemment bien moins puissantes que celles qui roulent, que ce soit des GT ou des protos. Et à un moment donné, il faut savoir rester à sa place. La mienne, c'est celle d'un gentleman driver. Je suis absolument pas pilote parce que pour moi, pilote, c'est ce que je commente le dimanche sur Canal+. Mais gentleman driver, ça me plaît très très bien. J'ai la chance de pouvoir piloter une voiture qui fait 620 chevaux, qui est un monstre de puissance, et je vois pas ce que je pourrais toucher de plus costaud sans essayer de passer pilote professionnel. Je ne serai jamais pilote professionnel, mais au moins j'ai cette expérience de participer à des courses, d'être sur une grille de départ, d'être harnaché dans une voiture ultra puissante et donc potentiellement dangereuse.
Et ça, j'adore. Et j'aurai encore le plaisir de le faire cet hiver sur le Trophée Andros. Pour moi, c'est nécessaire. Mon équilibre de vie tient aujourd'hui à ce que je fais dans mon métier, dans ma passion, et le fait de pouvoir passer derrière un volant qui m'apporte beaucoup. Ouais. Regardons le cliché suivant, si tu le veux bien, une étape importante de ta vie. C'est la première photo de classe de Canal lorsque Canal reprend les droits de la Formule 1. Oui, Thomas Turoud. On a perdu du monde. 2013, début 2013. Le 14 février 2013, jour de Saint-Valentin, on a découvert que Canal+ avait les droits, absolument. Et... Raconte-nous comment ça s'est passé ton arrivée à Canal+. Et moi, il y a une chose aussi sur laquelle je veux t'interroger, parce que ton commentaire a beaucoup évolué. Je le disais, on était forcément fan de ce que tu faisais sur RMC. Ça nous a fait bizarre de te voir à la télé parce qu'il faut réadapter ce commentaire. Oui. On a l'impression que tu as justement réussi cette transition entre radio et télé. Raconte-nous déjà comment tu te retrouves sur Canal+. Je me retrouve le 14 février, jour de Saint-Valentin 2013, au matin, à découvrir que Canal+ a les droits, alors que la veille au soir, il semblait que c'était un statu quo. Et puis Canal+ décroche ses droits et dans l'après-midi, il me contacte, il m'appelle en me disant on voudrait vous rencontrer rapidement. Et je me souviens même que la personne m'a dit tu t'imagines bien que c'est pas pour du football. Donc là, je me suis dit, mince, mon match Brest-Nantes n'a pas suffi. C'est Cyril Linette. Exactement. Et ça s'est fait très vite parce qu'on a monté l'équipe 3 semaines ou 15 jours avant le premier Grand Prix. Et là, on fait une photo de classe et je me souviens qu'il y a une présentation sur scène aux médias et qu'on se découvre les uns les autres sur scène. C'est-à-dire que, à part moi, Jacques Villeneuve, à qui j'avais été présenté quelques jours avant, on ne savait pas qui composait l'équipe. Donc on montait sur scène au fur et à mesure pour la présentation presse et on se disait « Ah, mais tu fais partie de l'équipe ». Franck Montagny pensait que je venais à cette conférence de presse en tant que journaliste de l'équipe. Et quand il m'a vu sur scène, il me fait « J'ai pas compris là ». Ben, j'ai dit, oui, non, mais... Donc pour vous dire que tout s'est monté au dernier moment parce qu'on a eu les droits à Canal très tardivement et qu'au premier Grand Prix à Melbourne, tout a incroyablement bien fonctionné, techniquement aucun problème et l'équipe s'est tout de suite bien trouvée. Il y a eu un report des qualifs au dimanche matin, on est resté soudés à l'antenne pendant qu'il pleuvait. Enfin, l'ambiance et l'état d'esprit de notre équipe s'est forgé d'entrée de jeu et ça nous a suivis jusqu'à aujourd'hui. On est 9 saisons plus tard. Et cette transition, quand tu réécoutes ce premier Grand Prix d'Australie sur Canal+, cette transition entre radio et télé n'a pas été trop difficile? À mon avis, le premier commentaire sur Canal, pour moi, il est désastreux. C'est une catastrophe. Je me souviens avoir envoyé un texto à mon patron de l'époque en lui disant « Je te promets que je peux faire beaucoup mieux », alors que lui avait trouvé ça très bien et moi, je n'étais pas content du tout. Et après, ça s'est amélioré. Oui, c'est pas de la radio. Voilà, la radio, faut vraiment tout décrire. En télé, tu t'appuies sur ton image. J'ai appris la télévision avec Canal+ au fur et à mesure. Mais oui, je pense que si on écoute le commentaire d'hier soir et le premier commentaire en Australie, ça peut piquer un peu les oreilles. Il y a un truc qui avait quand même choqué tout le monde à ce moment-là, c'est ce silence au départ. Personne n'avait jamais fait ça. Et quelque part, sur le trio qu'avait TF1, ça ne choquait personne que Christophe Malbranc dise dans un instant la 7e manche du championnat du monde. Là, on a eu un silence. Tout le monde s'est dit, c'est pas possible, ils ratent leur première. On était habitué à Jean-Louis Moncet dans notre enfance qui disait le premier feu est allumé, le deuxième feu est allumé, le troisième, quatrième, cinquième, allez c'est parti. Enfin, je veux dire, c'est comme ça qu'on a grandi. Oui, oui. Révolution. Et une signature, comment ça t'est venu, une signature de Canal+, et je pense que les gens aiment le vivre comme ça aujourd'hui. C'est un moment tellement intense que ça se passe de commentaires. Mais c'était une demande de Canal à l'époque ou c'est toi qui... C'était une idée de Canal+, absolument, de ne pas commenter le départ. La seule chose qui est venue pendant le premier tour de chauffe en Australie, c'est de me dire comment on explique aux gens ce qui va se passer dans quelques instants, que c'est pas un problème technique qu'ils vont vivre. Donc voilà, on me dit souvent comment vous est venue la phrase « montez le volume, rendez-vous au premier virage ». C'est une phrase totalement improvisée pendant le tour de chauffe parce que je me suis dit maintenant il faut que j'explique aux gens ce qui se passe dans quelques secondes. Et à partir du moment où les premiers pilotes sont arrivés en fin de dernier virage pour venir sur la grille, pourquoi j'ai dit monter le volume? Parce que je voulais que les gens en prennent plein leurs oreilles avec les moteurs, qui à l'époque étaient encore les V8, c'était encore les V8, et rendez-vous au premier virage parce que c'est le moment où on allait recommencer à parler, ni plus ni moins. Donc monter le volume, rendez-vous au premier virage, c'est sorti comme ça. Après, on m'en a beaucoup parlé dans les jours qui ont suivi. Le Grand Prix suivant est arrivé rapidement. J'ai gardé le gimmick. Ça va avec cette façon de vivre le départ, tant mieux. Des départs, il y en a eu beaucoup et il y en a forcément un qui nous a tous marqués autour de cette table. Et j'imagine toi le premier, sans doute l'événement le plus difficile à tenir à l'antenne. On regarde ce prochain cliché. On a fait exprès de choisir ce cliché-là parce qu'il y a un symbole, la présence de Charles Leclerc, tout minot, aux côtés de son parrain et ami Jules Bianchi.
J'ai envie de te laisser l'esprit libre là-dessus et on connaît ta masterclass, tu en as déjà parlé. Je parle vraiment de masterclass au Japon 2014 parce que nous qui sommes journalistes et pour certains commentateurs, on se demande comment tu as pu tenir l'antenne ce jour-là et dans ces manières-là et en expliquant en plus ce que tu avais dit sur Canal+, sur un très beau reportage sur les commentateurs où tu avais expliqué que justement tu avais l'impression de t'adresser à la famille de Jules Bianchi directement au micro. J'ai envie de te laisser libre, soit nous parler de Leclerc, soit nous parler de Jules, soit nous parler de ce que tu veux en fait à travers cette photo. J'ai envie de parler des 4 personnes qui sont là, mais allez, dans l'ordre, je vais commencer par Felipe Massa, qui est le premier à avoir failli me faire pleurer à l'antenne au Grand Prix du Brésil 2008, lorsqu'il passe la ligne, qu'il est champion quelques instants. Finalement, c'est Hamilton, et quand il vient sur le podium, il commence à faire nuit au Brésil, il s'avance vers le public, et là, j'ai la gorge qui se serre, et pour la première fois, je manque de craquer à l'antenne. Nicolas Todd, que étonnamment, je connais depuis longtemps, et c'est la seule personne du paddock que je ne peux pas tutoyer. On ne se tutoie pas avec Nicolas, on se respecte beaucoup, on échange beaucoup et on ne s'est jamais tutoyé. Et à partir du moment où on s'est vouvoyé au début parce qu'on ne se connaissait pas, tant que Nicolas ne m'a pas dit on pourrait peut-être se tutoyer maintenant, j'ai pas pu débloquer. Donc on se vouvoie, mais on s'entend extrêmement bien avec Nicolas. Charles, c'est l'avenir de la F1, c'est un pilote attachant, c'est une personne attachante. Ce que j'aime bien dans la génération actuelle de pilotes que l'on a, les Russell, les Norris, les Charles, ce sont des jeunes, Pierre bien sûr, Esteban, ce sont des jeunes très talentueux et en plus très agréables à fréquenter, avec lesquels il est agréable de discuter. Donc voilà, Charles, c'est vraiment c'est une bonne personne. Et Jules, Jules, c'était la gentillesse incarnée. Alors, j'aime pas utiliser ce mot-là, parce que ça fait très cliché, mais quand on dit le petit prince de la F1, oui, c'était un petit prince. C'était un mec d'une gentillesse, d'une facilité. Quelques temps avant l'accident, on lui avait confié un petit caméscope pour qu'il nous fasse vivre de l'intérieur. Et je me souviens du soir où je suis retourné chercher la caméra auprès de lui. C'était tout le temps quelqu'un de calme dans ses relations, de posé. Et il rendait les gens sereins. Moi, je le suis pas beaucoup, et quand tu es à son contact, tu t'apaisais. Ce qui s'est passé au Japon, on l'a déjà raconté, c'était dur à vivre, pas trop sur le moment parce qu'on n'avait pas vu les images de l'accident, on savait que c'était grave, mais on ne savait pas à quel point c'était grave. Et c'est vrai que dans l'instant, je savais que Philippe et Christine, sa maman, regardaient le Grand Prix, donc on voulait par tous les moyens les rassurer, même si on n'avait pas vraiment d'éléments pour le faire. Tout ce qui s'est passé dans les jours suivants, c'est des choses auxquelles je pense régulièrement, mais qui ont été des moments très difficiles à vivre. Je me souviens notamment avec Jean-Éric Vergne le dimanche soir où on s'est perdu dans la campagne pour essayer de trouver l'hôpital, et à un moment donné, on était sous la pluie, trempés, perdus au bout d'un chemin, et on s'est regardé avec Jean-Éric en se disant mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Qu'est-ce qu'on fout là? On n'a rien à faire là. On ne devrait pas être en train de chercher l'hôpital d'un de nos copains. C'est arrivé, c'est comme ça. Ça nous marquera pour l'éternité, jusqu'à la fin de nos jours. C'est comme ça. On doit l'accepter et on doit accepter de vivre avec. Tu ne vois pas l'accident, parce que du coup, c'est pas diffusé, mais toi, en direct, sur Twitter, la première fois que tu vois les images, c'est quand ? La première fois que je vois les images de l'accident, c'est dans la nuit suivante, et on nous montre les images de caméras de sécurité en arrivant en Russie la semaine d'après. Donc on voit il y avait eu quelqu'un dans le public qui avait filmé, et c'est sorti assez vite. Donc voilà. Non, la première chose qui nous met sur la piste d'un truc grave, c'est Adrian Sutil, qui est livide, qui revient et qui parle à des journalistes allemands et qui décrit la scène en disant que c'est dramatique ce qui vient de se passer, et il est dans un tel état physique qu'on comprend qu'il a vu une scène absolument atroce. Voilà. Sans transition, et je ne sais pas comment assurer une transition avec la prochaine photo, ça n'a absolument rien à voir, mais c'est un petit peu plus léger, tu vas le voir. Cet homme que beaucoup de gens aiment bien prendre en grippe, en Formule 1. Le Nelson Montfort des circuits. Juste titre. C'est pas Nelson Montfort, c'est pardon. Pas Nelson ok. Ouais, avec 6 rosés. Nelson Montfort a quand même un peu abusé des bonnes choses. Herman Tilke. Ouais. Herman Tilke, l'architecte désigné de la Formule 1. Il y a des bonnes choses et des moins bonnes choses. Maintenant, encore une fois, on peut juger simplement les circuits. Istanbul, exceptionnel. Sepang, j'allais dire Malaisie, pas mal du tout. Et puis d'autres choses un petit peu moins réussies. Maintenant, à sa décharge, le cahier des charges de la construction d'un Grand Prix et d'un circuit n'est pas toujours facile à respecter.
Après, quand on voit Abu Dhabi, on se dit il y avait tellement de moyens, c'était nos limites. S'ils avaient voulu faire une ascension à 2000 mètres, ils pouvaient presque le faire parce qu'ils avaient tous les moyens. Et on a le circuit qu'on a qui est pas passionnant. On va voir cette année, hein, ils l'ont redessiné légèrement. Est-ce que ça va aider? Je sais pas. Donc oui, dans sa carrière, il y a eu du très très bon, du un peu moins bon. Je mets juste, voilà, petite parenthèse, attention à toutes les contraintes qui sont les siennes et qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'il y a un monopole, Hermann Tilke, en Formule 1, sur les nouveaux circuits en l'occurrence? Il est bien placé en tout cas. Il est bien placé, il se fait connaître, mais parce que voilà, il connaît tous les codes de création. Quand il faut sauver le coup à Jeddah, là, en ce moment, je pense qu'ils doivent travailler jour et nuit. Vaut mieux déjà avoir l'expérience d'autres circuits de F1 pour dire attendez, ça c'est la priorité absolue. N'oubliez surtout pas ça. Enfin, il a l'expérience maintenant, dessiner le circuit. Ce serait bien des fois on en parlait avec Jacques Villeneuve, Hermann Tilke emmène avec lui des pilotes de F1, certains pilotes, en leur disant voilà, moi j'ai ça comme idée, j'ai ça comme contrainte, où est-ce qu'on peut passer d'un circuit lambda à un truc de fou? Ce serait bien que les pilotes soient impliqués dans le dessin de certains circuits. Est-ce que depuis 2010, on se retrouve pas quand même souvent avec de nouveaux tracés qui ressemblent de plus en plus aux anciens nouveaux tracés en fait? Enfin, ce que je veux dire, c'est j'ai l'impression de voir systématiquement la même chose. On a quand même beaucoup de 90 degrés. Ouais. On tente une courbe parabolique parce qu'on se dit oh là là, ça va être impressionnant. On tente des chicanes, mais au final, moi je trouve Sochi ressemble beaucoup à Valence. On redessine le triple ou quadruple gauche d'Istanbul. Maintenant, il faut essayer de le mettre ici. T'essaies de piocher un peu. Enfin, il y a des signatures, ouais. Est-ce qu'on ne gagnerait pas à donner la créativité à un autre, un petit peu, juste pour... Au pilote. Demandons au pilote de créer le prochain circuit. Ça va être n'importe quoi. En MotoGP, en conférence de presse, il y a quelques années, je me souviens d'une conférence de presse en MotoGP où les pilotes avaient dessiné leur circuit idéal. Ça peut être sur le ton de l'humour et après... Écoute, des cours de dessin en Formule 1 déjà pour commencer, peut-être et après, la naissance d'un tout nouveau circuit. Il nous reste... J'avais dit 10 photos, mais en fait, on va te piéger, bien évidemment. La 10e photo, c'est celle-ci. Est-ce que tu connais un duo de pilotes, un line-up aussi iconique que celui-là? Iconique, je sais pas. Pastor Maldonado, garçon charmant, qui nous a fait parfois sourire avec des absences en piste. Je me souviens notamment en Chine où il était resté braqué dans un virage parce qu'il était concentré sur son volant. Bon, c'était Pastor, mais c'était un gentil garçon, un très gentil garçon, et je le dis dans le bon sens du terme. Et Romain, un duo iconique, j'essaie de penser à un autre duo iconique, mais non, Romain en Formule 1, son arrivée avec Fernando en 2009, c'était aussi iconique. Ouais, ça nous rappelle des bons souvenirs de ces moments-là. On t'a mis une photo, on t'a mis cette photo, on dit iconique parce que c'est vrai qu'on a du mal à... comment dirais-je, à Pastor Maldonado est vainqueur. Pastor Maldonado, qui est vainqueur en Grand Prix, qui est l'un des Gaston Lagaffe aussi lors de son passage en Formule 1. En Espagne. Il a la pole et est-ce qu'il a le meilleur tour en course? C'est possible. De toute façon, il était intouchable, donc c'est possible que ce soit lui qui l'a aussi. Ça serait complètement barre. Pourquoi avoir mis le feu à son garage, surtout après? Il y a ça aussi, c'est vrai qu'on avait oublié. Et c'est vrai que vu qu'on voulait avoir ton témoignage sur Pastor Maldonado, qui a fait une saison chez Lotus aux côtés de Romain Grosjean, que tu connais très bien, vous êtes très amis, on le sait maintenant. Et voilà, il n'y a aucune anecdote de vie entre... Ils s'entendaient bien, Pastor et Romain? Ah oui, ils s'entendaient bien, mais Pastor s'entendait bien avec tout le monde. D'accord. Pastor, comme beaucoup de Sud-Américains, est très famille, donc venait avec toute sa famille sur les Grands Prix. Son papa est un homme adorable, et sa famille en général, mais j'ai beaucoup de bons souvenirs avec son papa. Non, c'était un bon... Je sais pas trop quoi vous dire, à part que oui, il a eu des absences, il nous a fait des pastorettes, mais franchement, vraiment un mec gentil, un vrai gentil, Pastor Maldonado. Alors on passe tout de suite à la dernière photo. Est-ce que ça, c'est un mec gentil? Alors. Non, mais on voulait te taquiner là-dessus. On sait que tu as fait une petite sortie, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas regardé l'excellente émission Popcorn avec Domingo. Tu as fait une petite sortie qui ne nous a pas choqués, très clairement. On en a parlé entre nous. Non. D'autant plus, je pense qu'on est allé encore un petit peu plus fort que toi sur ce plateau et sur ce sujet. Nico Rosberg, qu'est-ce qui s'est passé? Alors Nico Rosberg, il est champion du monde de Formule 1 en 2016 et on ne lui retirera jamais son titre et c'est un beau titre de sa part. Néanmoins. Non, mais parce que voilà, je compartimente les choses. Donc, sur la piste, rien à dire sur Nico Rosberg. Il est allé au-delà de ce qu'il pouvait. Je me souviens avoir une discussion avec lui. C'est pour vous dire qu'on n'est pas si fâchés que ça. On a eu une discussion ensemble à Bahreïn il y a 2 ou 3 ans où on a reparlé de ça et il me dit, mais il l'a dit à plein d'autres gens, pas qu'à moi.
Il dit, je suis allé au-delà de mes forces, j'ai mis plus que ce que je pouvais espérer mettre mentalement, psychiquement. Donc, il s'est arraché littéralement pour décrocher ce titre. Ça l'a épuisé et il ne voulait surtout plus jamais revivre ce qu'il avait vécu en 2016. C'est aussi la raison pour laquelle il a quitté la Formule 1. Donc, il n'y a rien à juger. Le titre mondial, c'est énorme. Bravo, Nico Rosberg. Et il est parti. Ouais, dommage, on aurait aimé qu'il revienne pour défendre son titre, mais il n'en pouvait plus et il l'a admis. Donc c'est ultra respectable. Après, là où la sortie a pu marquer, mais je me suis mal exprimé ce jour-là, merci de me donner la possibilité de le faire, c'est juste qu'en termes de personnalité, on n'avait pas d'atome crochu, mais on s'en fiche. Dans tous les boulots qu'on a, qu'on soit boulanger, journaliste, on s'entend pas. Les deux ici peuvent pas se piffrer. Non mais voilà, on peut pas s'entendre avec entre guillemets tous ses collègues. C'est pas un collègue à moi, Nico Rosberg, mais dans le paddock, on peut pas être intime ou proche de plein de pilotes. Et simplement, la personnalité de Nico Rosberg et certains de ses comportements en dehors de la voiture, c'était pas mon délire. Mais on s'en fiche, on nous demandait pas de partir en vacances ensemble, on nous demande pas d'être amis, c'est juste qu'on n'a pas d'atome crochu et c'est pas grave, tout le monde s'en fiche. Exactement. Voilà. En tout cas, la précision gros a été respect faite. aux pilotes, gros respect Bien aux pilotes. évidemment. Tu es d'accord là-dessus, Hamza? Non. Non, mais je le connais pas personnellement, de toute façon, quoi qu'il arrive. Moi, c'est surtout, mais après, tu l'as très bien dit, et encore une fois, personne ne peut juger ce qu'il a vécu et son retrait parce qu'il n'avait pas envie de revivre ça. Moi, en tant que spectateur, je trouve dommageable qu'il ne défende pas son premier et seul titre de champion du monde, c'est tout. Après, et encore une fois, on a déjà eu précision, ce titre. si je peux, à l'antenne, on n'a toujours fait qu'observer et commenter le sportif dans la voiture. Moi, je n'ai jamais laissé, pendant un commentaire, venir le fait que je n'appréciais pas la personne. Et encore une fois, je le détestais pas. Hein. C'est juste que je n'avais pas de feeling avec lui. pas en Mais il y en vacances a avec d'autres. lui, ouais. oui, mais aujourd'hui, il y a 20 pilotes, t'es pas Ah, mais les voilà, 20. Voilà. il y a d'autres normal. pilotes avec lesquels tu n'as pas de relation forcément agréable ou c'est juste neutre. Mais à l'antenne, jamais c'est venu sur le tapis. On a toujours observé, commenté ce qu'il faisait en piste et rien qu'en piste. C'est la seule chose qui intéresse nos abonnés. Hein. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Julien, de t'être prêté au jeu Merci à vous. du décryptage, de ces petites histoires d'anecdotes. On en sait désormais un petit peu plus sur toi.